Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder les espaces affines, mais sous un angle de l'utilisation du vectoriel, hein. C'est-à-dire on ne va pas ouvrir un vrai chapitre, hein, sur les espaces affines, mais on va essayer de voir comment l'étude des espaces vectoriels permet de nous aider à mieux comprendre les espaces affines, à mieux les définir et à mieux se débrouiller dans les espaces affines, avec des petits arrangements avec le vectoriel. Alors, d'abord, la définition d'un espace affine, je vais le dire de deux manières. La manière la plus brutale, c'est probablement de dire il s'agit d'un ensemble, donc E comme ça, calligraphique, sur lequel le groupe additif d'un K-espace vectoriel E agit de façon simplement transitive. Alors, donc ça veut dire qu'il y a une action de groupe, vous voyez, il y a un mélange des genres entre un E droit et un E calligraphique. Ça veut dire donc une action, ça veut dire qu'on a une application de E, croix E dans E, hein, et qui a un vecteur et un point, ça donne A plus U. Alors qu'est-ce que c'est que grand E? C'est pas tout l'espace vectoriel, en fait c'est juste on regarde le groupe additif. On n'a pas besoin de sa structure de K espace. Voilà, ça c'est peut-être un petit peu curieux dans cette définition. C'est qu'on prend un espace vectoriel, mais on ne se sert que de son groupe additif, qui est commutatif d'ailleurs, sous-jacent. Et il faut avoir que A plus le vecteur nul, ça fait A, et A plus U, quand on lui ajoute le vecteur V, bah ça fait A plus U plus V. Voilà. Donc c'est vraiment les axiomes de l'action de groupe, hein, pour ceux qui connaissent, et là avec la particularité que le groupe est commutatif. Alors, ce qui est choquant dans cette histoire, il faudra bien se rappeler cette notation A plus U, c'est qu'en général on dit qu'il ne faut pas ajouter des carottes et des navets, mais oui, hein, on ajoute, on a une carotte plus un navet et qui fait une carotte. Et c'est ça, en fait, l'action de groupe, c'est qu'il y a un mélange des genres et auquel il va falloir s'habituer, lui donner un sens et avoir des réflexes, un petit peu comme des petites recettes de cuisine, qui sont basées, en fait, ces réflexes sont basés sur ces deux axiomes, et puis après, ben, il y a de plus en plus de recettes, et puis, mais toujours basées sur ces deux axiomes. Alors, maintenant, ça c'était l'action, mais après, il y a agit de façon simplement transitive. Et là, vous voyez, ça veut dire simplement transitive, ça veut dire que si on prend A et B dans E, alors transitive, ça veut dire qu'il existe un U tel que A plus U, bon là j'ai mis une flèche, mais bon c'est U sans flèche, A plus U égale B, mais ce U est unique. Voilà. Donc la transitivité, c'est que dès qu'on a A et B dans E calligraphique, ben, dans l'espace affine, ben, il existe un élément de l'espace vectoriel qui envoie A sur B, ça c'est la transitivité, et l'unicité, c'est la simple transitivité. Alors on le notera, AB flèche, ce vecteur, qui envoie A sur B, voilà, mais, bien sûr, il arrive pour des raisons pratiques de calcul de le noter B-A, ce qui est logique, hein, puisque A plus U égale B. Si A plus U égale B, on a envie d'écrire U égale B-A, ce qui nous permettra, et les axiomes nous permettront finalement d'avoir des petits calculs avec ça, et que je vous conseille de pratiquer. D'accord? Voilà. Alors évidemment, quand on prend un vecteur U, il peut s'écrire sous la forme AB, mais A et B ne sont pas uniques, hein, vous le savez. Alors maintenant, une autre façon, ça je vous ai dit que c'était la façon brutale, une autre façon, c'est de voir plutôt une application là de E calligraphique croix lui-même dans E droit, qui envoie AB sur le vecteur AB. Et là, dans ce cas-là, on retrouve des vieux axiomes bien connus, hein. Pour A donné et V dans E, il existe un unique B qui va être noté A plus V, tel que AB égale V, ce qui fait qu'on retrouve l'action de groupe grâce à cette axiomatique, et la relation de Chasles, AB plus BC égale AC,
qui va finalement revenir à dire ceci, d'accord? Et bien sûr, on a AA égale vecteur nul, ça forcément, de par la relation de Schall. Ça, c'est impliqué par la relation de Schall que quand on prend un point et lui-même, le vecteur, ça forme le vecteur nul. Alors, regardez, bon, je vous le dis, hein, ce mini-cours, il n'est pas pour introduire complètement les espaces affines, quoique, mais surtout pour voir comment vous pouvez vous arranger à refaire, à remettre en jeu vos connaissances de l'espace vectoriel, parce que vous connaissez bien les espaces vectoriels, mal les espaces affines, et pourtant c'est pareil. En fait, la donnée d'un espace affine et d'un point, c'est la même chose que la donnée d'un espace vectoriel. Donc vous prenez, vous fixez un point O, d'accord? Donc c'est plus tout à fait l'espace affine, c'est l'espace affine muni du point O, c'est-à-dire avec le choix, hein, on a choisi un point O. Eh bien, on identifie E et E calligraphique indice O par U donne O plus U. Voilà. Et en fait, vous voyez que U, ici, le vecteur, il va être assimilé à un point, mais attention, une fois qu'on a fixé un point O, et que le point O, on s'est bien entendu dessus, il est bien défini. Voilà. Alors ça vient des axiomes et des unicités hein, qu'on a vu tout à l'heure, et qui font qu'on a une bijection comme ceci. Voilà. Alors bien sûr, là, on a U donne O plus U, et la réciproque, évidemment, c'est M donne OM. Voilà, vecteur OM. Donc maintenant, vous le savez, quand on a une structure, on a les sous-structures et on a les morphismes de structure. Donc on va commencer par regarder les sous-structures. Sous-espace affine, en fait, ça va être soit l'ensemble vide, c'est intéressant de mettre l'ensemble vide parmi les sous-espaces affines, soit un ensemble F, alors calligraphique, tel qu'il existe un point A, et un sous-espace F de E, tel que F égale A plus F. Voilà. Donc, finalement, ça veut dire c'est l'ensemble des A plus U quand U décrit F. Donc ça, c'est bien défini, évidemment. Et ça va être un sous-espace affine. Alors, dans ce cas, attention, est-ce que F est unique? Ben oui, ça c'est la direction, d'accord? Ça va être l'ensemble des A, B quand B, des vecteurs AB quand B décrit F. Et ça s'appelle la direction de F calligraphique. Hein, d'accord? Puis la dimension, ce qu'on appellera la dimension de F, ce sera par définition la dimension de ce sous-espace qui est uniquement déterminé, donc la dimension est bien déterminée. Par contre, le point A est interchangeable complètement. Hein. Vous pouvez remplacer ce point A par la relation de Schall, vous pouvez le remplacer par n'importe quel autre point. Hein. Alors soit par la relation de Schall, soit par la première relation qu'on avait vue avec les actions de groupe. Donc voilà, lui il est interchangeable, il peut être pris quelconque. Alors, c'est intéressant de voir le lien entre les sous-espaces affines et les systèmes linéaires. Hein. Les vecteurs de F, bon bah F, c'est bien connu, c'est une intersection d'hyperplans, entre autres parce que l'orthogonale de F est une somme de droite. Voilà. Donc tout sous-espace est une somme de droite finalement, et donc F est une intersection d'hyperplans. Un hyperplan c'est déterminé par une équation, d'accord, une somme de AI xi égale 0, une équation linéaire sans second membre. Voilà. Mais les points de F, calligraphiques cette fois-ci, vont être déterminés par un système linéaire avec second membre. Donc si F c'est la direction de l'espace affine F, eh bien ça va être, on pourra déterminer F avec les mêmes équations, mais avec un second membre. Hein. Alors en effet, on va prendre phi, une forme linéaire de E, qui s'annule sur F, ce qui veut dire que ça peut être vu comme une des équations hein, qui détermine F, un des hyperplans de F. On va prendre phi, une forme linéaire non nulle a priori, j'ai oublié de le dire. Alors pour tout couple de points AB, si on écrit
donc dans f calligraphique, dans l'espace affine, si on écrit phi de AB égale 0, bah, en utilisant la relation de Chasles et le fait que phi est linéaire, ça nous fait que phi de OA égale phi de OB. Donc phi ne dépend pas du point que l'on a choisi sur l'espace affine, et donc on va avoir une constante pour phi, et ça va être ça le second membre. Donc, si vous voulez résoudre un système linéaire avec second membre, ça revient à trouver l'intersection de sous-espaces affines. Voilà, faut avoir fait le lien, je pense que c'est raisonnable pour tout le monde. Et on va noter la proposition suivante, je la trouve bien, c'est un espèce de Grassmann affine finalement, pas tout à fait Grassmann, mais en fait l'utilité qu'on fait de Grassmann en affine. On va prendre f et g de sous-espaces affines de E, de direction respective, f et g, voilà. Et à quelles conditions il y a une solution finalement au système f inter g, quoi, d'accord? Donc à quelles conditions les sous-espaces affines s'intersectent. Donc imaginez ce qui se passe dans l'espace, si on a deux droites affines, dans l'espace de dimension 3, si on a deux droites affines, si on a une droite et un plan, si on a deux plans, vous voyez? Donc vous voyez des tas de possibilités, ou si on a un point et un plan, bon, voilà. Bah, c'est différent du vide, donc il y a une vraie intersection, si et seulement si, pour tout A dans F et B dans G, AB se décompose dans F plus G. Voilà. Alors donc, en gros, vous voyez, F inter G, en gros, bon, je vous annonce, hein, il va être, ça c'est assez clair, ça va être un sous-espace affine, mais qui peut être vide, mais s'il est non vide, il sera de direction F comme ceci, inter G. D'accord? Voilà, ce sera sa direction. Mais il peut être vide. Donc le tout, c'est juste de savoir, dès qu'on a un point, on va avoir tous les points obtenus en ajoutant des vecteurs de F inter G. Mais il faut quand même avoir un point. Et c'est là où cette proposition de Grassmann affine intervient. D'accord? Donc ce qu'il faut, c'est d'avoir A et B pour tout A dans F, B dans G, AB qui se décompose dans F plus G. Alors regardez la preuve, elle est assez simple. D'abord dans un sens, si c'est non vide, alors on peut prendre un I dans F inter G, et j'écris AB comme IB moins IA par la relation de Chasles, et IB, comme I est dans G, pardon, IB, forcément le vecteur IB, il va être dans G comme ceci, et IA, comme I est dans F, IA va être dans F. Donc on a bien décomposé le vecteur AB dans F plus G. Réciproquement, soit A dans F et B dans G, d'accord? Et on va donc décomposer AB dans F plus G. Donc, bon, par coquetterie, je mets un moins, mais finalement c'est une décomposition dans F plus G. Alors avec U dans F et V, un vecteur de G. Là, c'est là où c'est intéressant d'écrire AB sous la forme B moins A, et vous bricolez vos équations pour pouvoir dire que A plus U est égal à B plus V. Donc quand vous regardez A plus U, vous voyez un élément de grand F plus U, un élément un vecteur de F. Donc ça veut dire qu'on a ajouté un point de F avec un vecteur de ce F-là. Donc on est resté ça c'est un point de F, et ça c'est un point de G aussi. Voilà, pour la même raison. Donc ça c'est bien dans F inter G. Je trouve cette preuve vraiment lumineuse, et vous voyez qu'on a finalement, intrinsèquement, montré qu'un certain système avait des solutions, avec une condition assez simple. Entre autres, si E est égal, grand E est égal à F plus G, ici, si F plus G c'est tout l'espace, eh bien lui il va forcément se décomposer, donc il y aura toujours
des solutions au système. Alors maintenant, définition d'une application affine. Bah, c'est normal, hein, quand on regarde une structure, on regarde quelles sont les applications affines, et c'est une application en gros qui commute avec la structure. Comme la structure est donnée par l'action, eh bien ça va commuter à l'action. Alors regardez, là vous avez votre action, ici, et ce qu'on veut, donc ici je l'ai écrit 2 fois, et ce qu'on veut c'est une application f de E dans E qui va commuter comme ceci, quand on regarde f rond phi, et ici on va avoir E croix E ici, je vais inventer une application f flèche de l'espace vectoriel, donc a priori, comme c'est un espace vectoriel, alors bien sûr vous allez me dire, on voulait que le groupe, ben là, c'est là où il y a un petit vice de forme, c'est qu'on veut que f flèche soit une application linéaire, donc ici un endomorphisme, et on veut que ça commute. Donc on va essayer de comprendre ce que ça veut dire ça commute. Regardons le schéma comme ça, et on va le dire avec une jolie formule. Donc ici, on va avoir U, là A, d'accord, le point A. Donc ça veut dire qu'ici, on va avoir A plus U, d'accord, c'est ça. Et maintenant, on va avoir F de A plus U. Donc je fais ça, ça veut dire que j'ai F de A plus U. Maintenant, il faut que ce soit pareil si je fais ça et ça. Alors ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir F de U, F flèche de U et F de A. Et quand je vais faire l'action, ça va faire F de A plus F flèche de U. Et la commutation, c'est ça. Donc c'est ça dans toutes les structures, hein. Si vous avez un groupe additif, par exemple, un morphisme de groupe, vous voulez que l'addition vérifie F de U plus V égale F de U plus F de V. Donc vous écrivez votre multiplication ou votre addition, votre loi de groupe, et vous voulez qu'il y ait commutation. Et c'est comme ça qu'on obtient des morphismes. Là, c'est pareil, c'est le même type de commutation. Le seul défaut, on va dire, dans la théorie, c'est qu'au départ, on ne demandait rien à phi au niveau de sa structure linéaire, uniquement au niveau de sa structure de groupe sous-jacent additif. Et là, tout d'un coup, on se met à parler d'endomorphisme et non pas juste de morphisme de groupe. Donc ça, c'est peut-être le hic dans la théorie. Alors, maintenant, on peut l'écrire ça autrement. Donc ça, c'est vraiment une formule à photographier. Mais une autre formule à photographier, c'est en écrivant B égale A plus U, ici. Donc j'écris F de B. Et f de b égale f de a plus f flèche de u. Mais u, c'est le vecteur AB. Donc ça veut dire que f flèche de vecteur AB, c'est f de b moins f de a, c'est-à-dire le vecteur f de a, f de b. Vous voyez, vous devez être capable de passer de cette égalité à celle-là en faisant du petit bricolage d'addition et de soustraction qui sont assurés par les axiomes qu'on avait vus au tout départ. Le morphisme F flèche est appelé morphisme associé à l'application affine F. Alors ici, c'est un endomorphisme, hein, on reste dans... Alors maintenant, on peut se poser la question réciproque, c'est-à-dire qu'on se donne un F flèche, est-ce qu'on a des F associés? Alors oui, si fixons un point O, c'est là où on va dire, on va reprendre l'astuce de tout à l'heure, c'est-à-dire de dire que l'espace affine muni d'un point O est équivalent, est en bijection, avec l'espace vectoriel, d'accord? Et O, dans ce cas-là, correspond au vecteur nul. Vous voyez? C'est une façon de se dire, O est le vecteur nul. D'ailleurs, quand on dessine un espace vectoriel, si on fait le petit prince, dessine-moi un espace vectoriel, on ne fait que dessiner un espace affine muni d'un point O qu'on a fixé et dont on se dit, lui, c'est le vecteur nul. Donc c'est quelque chose qu'on fait habituellement dès qu'on fait un dessin. Donc, ça veut dire qu'on va définir, puisque on a une application qui a un vecteur U associé à O plus U, le point O plus U, et inversement à un point M
associe le vecteur OM, ça veut dire que ici, à partir du moment où on se donne un endomorphisme phi, linéaire donc, eh bien, on va regarder phi de vecteur OA, et FO de A, par définition, ce sera l'unique point, tel que le vecteur OFO de A, c'est phi de OA. Donc c'est bien défini. Le seul truc, c'est que F va être une application affine. On va montrer que son morphisme associé, on peut montrer que son morphisme associé, c'est phi, d'accord, et que c'est même l'unique application, mais qui fixe O. Évidemment, si vous prenez A égale O, ça fait phi de OO, donc ça fait phi du vecteur nul, c'est le vecteur nul, et FO de A, c'est égal à O, forcément. Donc, vous voyez que là, on n'a pas toutes les applications affines, on arrive à construire des applications affines, hein, qui sont telles que f flèche est égal à phi qui était au départ, mais on ne les a pas toutes. Puisque là, on n'a que des applications qui fixent un point. Or, on sait que les applications affines, elles n'ont pas forcément un fixateur. Et ça vient du fait justement qu'on les a construites en assimilant l'espace vectoriel à un espace affine muni d'un point. Et donc ce point devient le vecteur nul, donc devient un point fixe. Alors, maintenant, on va voir les repères et les représentations matricielles. Alors, ça c'est important, c'est exactement la chose qui va en quelque sorte nous sauver dans ce monde-là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire toutes ces applications affines, les points, d'accord, et les applications affines avec des matrices. Et donc après, on est dans le langage matriciel et c'est terminé, parce qu'on est dans le langage matriciel, il n'y a plus rien qui nous différencie du vectoriel. D'accord ? Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc, vous vous rappelez que quand on munit E d'une base, bah, à un vecteur, on a un élément de Kn, évidemment. Et ben, de la même manière, si on munit l'espace affine E d'un repère R, alors un repère, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un point qu'on a fixé et une base de l'espace vectoriel de la direction à un E associé. Donc ici, alors on peut associer à un point A bah, un vecteur bah, x1 jusqu'à xn de Kn, de sorte que OA, vous voyez le O qui est ici, et A, vecteur, c'est la somme des xi, ei. Vous voyez qu'on s'est servi à fond de O et de E. Bon, alors ça c'est une bonne chose, mais vous allez voir, donc ça c'est les coordonnées du point dans le repère, vous devez avoir tous vu ça, mais on va faire quelque chose de mieux. C'est-à-dire que on peut préférer cette variante de dire que la matrice de A, donc je vois les coordonnées de A, j'appelle ça matrice de A dans le repère R, c'est de prendre les xi I de 1n, mais de rajouter 1 ici, et artificiellement, et d'en faire un vecteur non plus de Kn, mais de Kn plus 1. Alors d'une part, ça nous permet de voir l'espace affine de dimension n, comme une partie de l'espace vectoriel de dimension n plus 1. Donc on est dans un espace de dimension n plus 1, mais on regarde juste les éléments dont la dernière coordonnée, ici, et 1 dans la base canonique de Kn plus 1. Alors maintenant, on a vu que quand on munissait E d'une base, ben, on prend un endomorphisme phi, ben, ça devient une matrice carrée. Et ça, c'est très très pratique, on s'en sert tout le temps en algèbre linéaire. Alors, là, on va faire pareil. On va à une application affine, on va munir donc E d'un repère, et on va regarder quelle est la matrice de l'application affine dans le repère. Alors, vous voyez qu'une application affine, autant une application linéaire, elle est
entièrement déterminée par l'image d'une base, ce qui donne la notion de matrice, mais là, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que une application affine va être entièrement déterminée par f flèche, c'est-à-dire l'image d'une base par f flèche, mais plus l'image d'un point fixé, O. On va prendre O, l'origine du repère. Donc notre matrice, elle va être un petit peu plus grande. Donc ce qu'on voudrait, c'est qu'on ait quelque chose de matriciel, d'accord, mais qu'on ait une représentation, ce qu'on appelle une représentation matricielle de notre application affine f, qui soit compatible avec la composition, c'est-à-dire telle que f rond g, quand on en prend la matrice, ben c'est la matrice de f fois la matrice de g. Comme ça, on fait des compositions en faisant de la multiplication matricielle, et ça y est, on a gagné, parce que on s'est débarrassé finalement des problèmes typiquement de l'affine, puisqu'on fait des matrices. Alors, je vous rappelle, f de a, c'est f de O plus OA. Donc ça, c'est f de O plus f flèche de OA flèche. D'accord? Eh bien, regardez, on met tout point A sous forme d'un vecteur colonne. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. On a dit que on regarde la matrice de A dans le repère R. C'est la matrice de E dans OA. R, c'est O et E. Hein, et on rajoute artificiellement 1. Et maintenant, cette matrice, je vous rappelle que f est entièrement déterminée par f flèche, donc par la matrice de f flèche dans la base E, et f de O, donc finalement la matrice de O, f de O dans la base E, ou alors si vous voulez, la matrice de O, ici, dans R, c'est cette colonne-là. Donc vous voyez que vous avez une matrice n plus 1, n plus 1, avec ici à gauche la bonne vieille matrice dans la base E telle qu'on a l'habitude, et ici vous écrivez l'image de O dans le repère, auquel vous ajoutez artificiellement ce 1. Alors, eh bien, dans ce cas-là, c'est très facile de voir, d'après ce qu'on a vu ici, ce qui est ici, là, eh bien, c'est très facile de voir que ça se dit tout simplement que la matrice de f de A dans R, c'est la matrice de f, donc cette matrice-là, fois la matrice de A. Donc, en gros, appliquer une application affine à un point revient à multiplier une matrice n plus 1, n plus 1 par une matrice colonne de taille n plus 1. C'est quand même quelque chose d'assez remarquable et même très rassurant. Voilà. Alors, pareil, ce que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est que la matrice de f rond g, c'est égal à la matrice de f fois la matrice de g. Vous le faites sur A. D'une part, vous écrivez que la matrice de f rond g de A, c'est la matrice de f rond g fois la matrice de A. Et d'autre part, que la matrice de f rond g de A, c'est la matrice de f de g de A. Et donc, oui, c'est la matrice de f fois la matrice de G de A, c'est-à-dire matrice de G fois matrice de A. Et donc en utilisant l'associativité, et en utilisant que c'est vrai pour tout A, c'est facile de démontrer. Alors attention, on ne peut pas simplifier des deux côtés entre là et là, mais on se convainc que le fait que ce soit vrai pour tout A, même si A possède 1 toujours comme dernière coordonnée, eh bien ça va nous donner que ceci est égal, que la matrice de f rond g, c'est le produit des matrices f mat de f et mat de g. Alors ça, c'est très rassurant. C'était dans un problème d'ailleurs d'agrégation interne. Il fallait montrer ça. On va se donner un petit exemple ici pour voir bien les choses de problème inverse, c'est-à-dire qu'à partir de phi dans L de E, on va trouver les applications affines F possibles d'endomorphisme associé phi. On va regarder juste pour les homothéties. Hein. Phi égale 0. Donc cette fois-ci, vous voyez tout à l'heure, on avait donné des exemples de sections, c'est-à-dire de F
qui correspondent à phi, en partant de phi. Mais on ne les avait pas toutes. Là, on va juste regarder les homothéties, c'est-à-dire phi de x, phi de u égale lambda u, pour un certain lambda, mais on va essayer de toutes les avoir. Alors, on va prendre phi nul, d'accord? Phi nul, donc c'est l'homothétie de rapport 0. Alors dans ce cas-là, d'après la formule de tout à l'heure, ça fait f de m égale f de o plus le vecteur nul, puisque c'est un phi de om, mais phi est nul, donc ça fait le vecteur nul. Donc ça fait f de o, ce qui veut dire que f est constante. Et inversement, si f est constante, ben f va bien être une application affine, puisqu'elle va vérifier la bonne formule. Maintenant, on va regarder identité. Alors, dans ce cas-là, vous voyez que f de o, f de m, le vecteur f de o et f de m, c'est id de om, d'après la formule qu'on a vue tout à l'heure. Je vous la rappelle, elle est ici. En fait, tout à l'heure, on a utilisé celle-là. En fait, on utilise toujours ces deux-là. Il faut bien les photographier. Donc, je reviens là. Et donc, j'ai f de o, f de m égale, finalement, id, puisque phi égale id, de om, donc c'est om. Et donc, ça veut dire, c'est assez facile, si on écrit f de m moins f de o, et là, m moins o, en faisant une petite magouille dans les équations, de tomber sur f de m moins m égale f de o moins o. Ça, c'est évident. Et donc, on a cette égalité vectorielle. Donc, je dis que m, c'est m plus m f de m. D'accord? Pensez bien ce vecteur comme le vecteur f de m moins m. Donc, vous voyez, vous avez une simplification et ça fait bien f de m. Mais ceci, c'est O, f de O, d'après ça. Et donc, ça fait que on a ajouté ce même vecteur qui est constant, qui ne dépend que de f. Et donc, c'est bien ce qu'on appelle une translation. Alors maintenant, si lambda est différent de 1, donc si on a une homothétie phi de u égale lambda u avec lambda différent de 1, là, on va avoir un unique point fixe. Alors, regardons. Vous voyez, f de a égale a. Ça nous donne f de o plus lambda OA égale A. Donc maintenant, dans cette égalité, je retire O, je fais moins O des deux côtés, et je vais avoir, vous voyez bien, vous allez avoir ici le vecteur OA, ici lambda fois le vecteur OA, et ici le vecteur O, f de O. Donc en passant ce qu'il faut là où il faut, on tombe là-dessus. Et comme lambda est différent de 1, je peux diviser par lambda moins 1, et donc je vois bien que j'ai un unique point A qui est entièrement déterminé. Voilà, alors c'est ce que je vous ai dit. Maintenant que j'ai un point fixe, tout se passe comme si j'étais en vectoriel, parce que j'ai un point fixe que je peux assimiler au vecteur nul. Et maintenant qu'on a un point fixe A, eh bien, quand j'écris f flèche de AM, qui est égal à lambda AM, égale f de A, f de M, ça veut dire qu'il reste f de A est égal à A. Donc j'ai AM égale lambda AM. Ce qui veut dire que c'est une homothétie, quand on va la dessiner, c'est exactement si on devait dessiner une homothétie vectorielle en prenant pour A le vecteur nul. Alors ça, c'est quelque chose de très général. Si A est un point fixe de f, l'endomorphisme associé phi, va nous donner ceci. Ça, c'est clair. Ça vient des définitions. Donc en gros, vous voyez, vous avez cette application qui nous a assimilé l'espace vectoriel à l'espace affine muni d'un point. Et ça veut dire en gros que phi et f sont liés par cette formule. Et ça, c'est une formule de conjugaison. Donc ça veut dire que f et phi sont moralement les mêmes choses, les mêmes applications. Voilà, j'assiste un petit peu, mais c'est vraiment important de pouvoir basculer du vectoriel à l'affine, mais pour ça, il nous faut un point fixe. Et il faut bien penser que l'espace affine, à partir du moment où on le munit d'un point, on va avoir un espace vectoriel.
Alors donc ça motive la recherche d'invariants. C'est-à-dire que quand on prend une application affine, dès qu'on a un invariant, ben on va pouvoir l'assimiler à un endomorphisme. Et ça, c'est vraiment intéressant. D'accord. Le problème, c'est qu'il n'y a pas toujours un invariant. Regardez les translations, il n'y a pas d'invariant. Alors maintenant, regardez, on cherche un invariant, d'accord? Donc F2A égale A, on recherche l'ensemble des invariants. Bah, ça fait penser quand même à l'ensemble des invariants déjà au niveau vectoriel, c'est-à-dire on va être lié au sous-espace propre pour la valeur propre 1. Alors là, ça devient intéressant. On a F2 égale A, si et seulement si F de O plus phi de OA, finalement ça c'est F de A, hein, est égal à A. Et donc si et seulement si, bah, pareil, hein, vous retirez O des deux côtés, vous enlevez O. Alors quand on enlève O, hein, on obtient un vecteur, hein, faites attention à ça, c'est juste ça. Hein. La soustraction existe, mais ce n'est pas interne. Hein, d'accord. Et on va avoir phi moins i de OA égale F de O, O en vecteur. Donc, vous voyez que on se pose la question de la surjectivité de phi moins identité. Voilà. Donc, si 1 n'est pas dans le spectre de phi, bah donc ça, c'est inversible, d'accord? Et donc A existe et est unique. Donc, vous voyez qu'on a connecté hein, à des problèmes de spectre. Maintenant, si 1 appartient à spectre de phi, alors phi moins i n'est plus injective ni surjective. Alors, ça veut dire que soit f n'a pas de point fixe, d'accord? Parce que comme c'est pas surjectif, ben, il va y avoir des vecteurs qui ne vont pas correspondre. Donc on peut trouver un f de O ici. O est fixé, hein, c'est l'origine du repère, mais on va trouver un f de O ici tel que le vecteur n'est pas dans l'image, et donc où A n'existe pas. Donc c'est comme ça qu'on obtient des applications qui n'ont pas, elles, de point fixe. Mais si elle en a une, si elle en a un, pardon, de points fixes, bah, l'ensemble des points fixes, bah, ça va correspondre, vous voyez, à un espace affine, d'accord, puisque c'est comme une équation linéaire, mais avec second membre. Vous voyez. Donc ça va être un espace affine dont la direction, bah, pour avoir la direction, vous mettez 0 comme second membre, et donc vous avez bien le sous-espace propre E1 de phi. C'est vraiment très élégant hein, de voir ça comme ça. Alors voilà un théorème, soit f une application affine de E dans lui-même, et phi son endomorphisme associé. Alors ça c'est dans le carnet de voyage en algébrie. Hein. Si 1 n'appartient pas à spec phi, f possède un unique point fixe, ça on l'a démontré. Si 1 appartient à spec phi et, alors là, ça c'est un peu plus difficile, c'est dans vos carnets de voyage en algébrie, hein, et l'intersection de Ker et de Im égale 0. Donc c'est une condition assez particulière qui peut se dire avec la réduction. Alors là, il existe une unique décomposition, f égale t rond g égale g rond t, avec g possédant un point fixe et t une translation. Alors si v est le vecteur de la translation, alors phi de v égale v, v appartenant donc finalement, ça veut dire que V, il appartient au sous-espace propre pour la valeur propre 1. Donc, je commente un petit peu. Ça veut dire que F, d'accord, il peut, on avait vu qu'il pouvait ne pas avoir de point fixe, mais il est toujours relié modulo une translation à une application affine qui a même endomorphisme associé et qui possède un point fixe. Voilà. Et en plus, le fait d'assurer ceci, le fait d'avoir cette hypothèse, qui va être là dans énormément d'applications qu'on utilise, eh bien, le fait d'avoir cette hypothèse, ça assure l'unicité de cette décomposition. Donc on comprend les choses avec un point fixe, c'est le vectoriel finalement, et on comprend les translations. Donc on a décomposé
en deux choses assez simples, et en plus ça commute. Alors on dit que ici, f possède une décomposition réduite. Alors, je termine sur un petit formulaire, hein, des choses à bien comprendre. Si vous avez A plus U et A plus V, ben vous avez le droit de soustraire A et d'avoir U égale V. La soustraction est possible, il faut juste voir qu'on soustrait deux points et on obtient un vecteur. Si vous avez A plus U égale B plus V, ben tout de suite, vous pouvez écrire U égale, vous passez A de l'autre côté en quelque sorte, hein, ça fait vecteur AB plus V. Donc il faut se familiariser et que toutes ces petites choses deviennent des réflexes. F affine, et phi son endomorphisme associé, donc vous avez toujours f de A plus U égale f de A plus phi de V. Bon, pour l'application identité, bah oui, c'est l'identité de E. G rond F flèche, c'est G flèche rond F flèche. Et G moins 1 flèche si G est inversible. Alors G ici est aussi G flèche est inversible et on a ceci. Voilà. Bon, F de A égale F de B. Alors, si F de A égale F de B, alors F de M est égal à F de B. Quand on veut résoudre finalement, ça va être une espèce d'équation voilà, d'équation linéaire avec ce second membre. Ça veut dire que M appartient à A plus quart de phi. Parce que vous allez avoir F flèche de BM égale 0, égale le vecteur nul, parce que vous allez avoir F flèche de vecteur AM égale vecteur nul. Parce que vecteur F flèche de vecteur AM, bah, ça va être B F de M. Donc BB, donc 0. Donc vous voyez, ça c'est un truc à remarquer. Les équations matricielles, celles qui permettent d'obtenir l'image d'un point, et celles qui permettent la composition, de comprendre la composition de deux applications affines, avec la définition des matrices. Bon, le fait qu'on peut assimiler E à l'espace vectoriel E à l'espace affine muni d'un point, et dans ce cas-là, les applications affines qui laissent fixe O sont assimilées, peuvent être assimilées aux applications linéaires, aux endomorphismes de E, ici. Et puis, bon, on aura toujours, alors ça, même si on n'a pas de décomposition réduite, que si F flèche est égal à G flèche, alors G, c'est T rond F, où T, c'est une translation qui est de vecteur F de O, G de O. Voilà. Voilà. Donc ça c'est des petites choses à bien connaître, et on va s'arrêter là.